Salut tout le monde. On va faire une petite session rapide. Je vais tenter un nouveau format. L'idée c'est de faire une fois par semaine, deux fois par semaine, suivant les actualités. Une petite news. On est chez le chat curieux, Evan le chat curieux, anciennement Curious Academy, même si Curious Academy, je vous avais dit, c'était vraiment notre communauté ensemble. L'idée c'est de continuer à être curieux, curieuse, et de faire votre veille. Alors d'abord une veille en lecture, puis après une veille en testant, hein, et puis même une veille en comparant. Ça viendra aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous annoncer que il y a un grand changement. Angular est en version 16. Oui, c'est confirmé par ChatGPT. ChatGPT nous dit que la version stable d'Angular est la 16.x et que la prochaine version majeure est Angular 17. Rendez-vous compte. Et j'ai vraiment insisté. Je lui dis, écoute, mais non, tu racontes des conneries. Tu vas sur le site Angular Dev qui dit, écoute, en plus, a priori c'est nouveau, mais tu me racontes des conneries. Non, c'est la V16, hein. Et c'est tout. Il n'y a pas de V19. Donc a priori c'est la V17. Il n'y a aucune annonce officielle de V19. Donc excusez-moi. De tout ce que je vous ai montré, je me suis gouré. Je m'excuse parce qu'aujourd'hui tout le monde croit les IA comme si c'était des dieux, des déesses d'information et de vérité. Eh bien non. Eh bien non. Alors, je vais vous montrer. Alors, je suis peut-être pas bon en prompt, hein. Il y a ça aussi. Euh, je me suis un peu énervé volontairement, mais je lui ai dit, alors, tu vas rechercher sur Internet toutes les dernières nouveautés de moins d'une semaine autour, je vais quand même essayer d'être précis sur un prompt, autour d'Angular, de .NET, de JS, de TypeScript, de l'IA pour les devs. Donc il lui a fallu 12 secondes pour ça, il est bien allé chercher sur Internet, il est allé sur le blog, l'ancien blog, puisqu'il avait ça en référence, et voilà, prochaine version Angular 17. .NET, .NET 7. .NET 8 en version pré-bêta, je trouve ça super intéressant. JavaScript, la TC39, ça va, ça se met pas à jour. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'informations. TypeScript, oui, c'est bien, mais ce serait bien que tu me dises qu'est-ce qu'il y a. Et l'IA, des plugins, blabla. Bon, ça, c'est pas des trucs super intéressants. Voilà, il me dit plutôt, si t'as envie d'être va sur des flux RSS, vas-y, fais-le toi. En fait, moi, je trouve que c'est là l'intérêt des IA, hein. C'est vraiment de se dire, ok, comment on peut aller automatiser. Donc, moi, j'ai même un système d'automatisation, hein, qui va tous les jours à rechercher les nouveautés, puis à chaque fois, il me raconte des anciennes nouveautés. Donc, c'est pas des nouveautés. Mais l'idée, c'est de faire un bon travail de veille et de comment après vous le diffusez. Alors, vous le savez, chez le chat curieux, hein, j'aime beaucoup tout ce qui est .NET, tout ce qui est Angular, mais React aussi, hein, et tout ce qui est autour de React, React Native, je vais m'y mettre bientôt. En fait, j'ai pas eu de projet qui m'a invité là-dessus. Alors, je vais en faire la veille ensemble. On va faire en veille ensemble. Donc, nouveau format. L'idée, c'est de faire un petit débrief de ce qu'il y a comme nouveauté là, maintenant, tout de suite. Et pour ça, on va aller sur la plateforme .NET. Vous l'avez peut-être vu, ça a été annoncé aujourd'hui. Il y a eu un article qui est apparu. Le voilà, cet article, il est tout frais. Il est tout frais, hein, il date d'hier. Donc pour vous dire. Donc on a la possibilité d'aller récupérer cette information-là du 25 février. On peut même récupérer la preview 1. Et oui, à peine la .NET 9 prête, quoi, ça y est, hein, ça fait depuis, ça va faire depuis novembre dernier. Donc décembre, janvier, février, ça fait 3 mois. On parle déjà de .NET 10, ce qui est normal, hein, c'est le rythme continuel. Alors on va aller voir ensemble les nouveautés qui sont annoncées. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a tout autour de la librairie, il y a des améliorations autour de la librairie. C'est sans doute super intéressant, mais c'est pas pour moi le plus important. On a dans les librairies, on peut rajouter par exemple du franc milliseconde avec une surcharge de certains paramètres. En fait, ils ont amélioré certaines parties. On a toute la partie string normalisation, hein, qui est intéressante, mais pareil, c'est des choses qui vont vous améliorer le confort qu'on a déjà. Nous, on va plutôt zoomer sur des points que je trouve intéressants, c'est le C Sharp. Et oui, le C Sharp avance, hein. Quelle est la version du C Sharp? On va aller voir. La version du C Sharp qui va sortir, c'est le C Sharp 14. On est en C Sharp 13. D'accord? Et donc, pour ça, il va falloir télécharger la dernière version pour mettre à jour. Ok. On va aller voir ce qui est prévu, donc, du coup, dans cette version. Mais on peut nommer deux points. Moi, que j'ai nommés qui sont super intéressants. La notion de field. Moi, je la trouve vraiment intéressante parce qu'il y a plein de moments où j'ai été dans cette situation qui m'a un peu frustré en tant que développeur C Sharp. Et je vous en parlais. Et la possibilité du name-off qui est intéressant et du implicit spam. Alors, on va aller voir cette notion, le string littéral aussi. On va aller voir ça. Donc, le premier point, c'est donc du coup la notion de field. Alors, c'est quoi ce field? Dans le temps, hein, on avait, depuis le début de C Sharp qui s'est apparu, pas le début, mais on avait donc cette property, vous les connaissez, elles sont connues depuis bien, bien longtemps maintenant.
On a eu l'apparition du init aussi qui est apparu, qui était vraiment intéressant. Et je trouve qu'il y a un des points aussi, c'était le get, point virgule, set, point virgule, vous savez, les propriétés dynamiques, qui sont d'ailleurs un point qui est assez intéressant à transmettre en formation, hein, je trouve. C'est un point où ceux qui ne comprennent pas n'arrivent pas à voir l'intérêt de ça. Bon, c'est à discuter, puis bah, il y a un moyen de démontrer. Alors ok, nous ce qu'on voit là, c'est que quand on a besoin de passer du get set dynamique à, bah zut, j'ai besoin d'un fields, et comment je vais aller faire sur ce fields pour bah, mettre des paramètres, bah, je suis obligé je veux dire des règles, pardon, je vais être obligé de recréer une variable privée, c'est saoulant, entre guillemets, hein, je me permets cette façon de parler, vous me connaissez maintenant, et on va avoir en fait, bah, devoir créer ça pour l'utiliser. Bah, en fait maintenant il n'y a plus besoin, on va utiliser la notion de field. Field en fait ça va être remplacé au moment de la création du langage intermédiaire, ça va être remplacé. Donc, on va pouvoir le mettre en place. Et c'était déjà présent en C Sharp 13, mais en preview. Donc, ça y est, ça va être validé, en fait, cette idée de qu'on puisse l'utiliser. Donc, on peut utiliser en .NET 9, hein, déjà, pour avoir des feedbacks. Et la span conversion, donc, cette idée du support du span conversion vers read-only span. Hein, on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Ok. Et le lambda parameter. Donc cette idée que, en fait, dans les lambda parameters, vous avez sans doute travaillé avec ça. Je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié. Moi personnellement, j'adore cette partie donc de créer des lambdas. Les lambdas, donc vous voyez là, typiquement, on a un try out. Ben, vous voyez ici, on a le out result. En fait, c'est dans cette volonté d'aller diminuer l'effort d'écriture du C Sharp qui est en cours. Alors, bah, à discuter, c'est bien ou pas. Ça, c'est vraiment un débat. Mais aujourd'hui, c'est vraiment cet effort du C Sharp. Donc ça peut amener de la lisibilité agréable comme de la perte hein, d'informations. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait ici ben, vous voyez qu'avant on devait écrire out int result, vous vous souvenez, hein, et là maintenant on va pouvoir juste écrire out result. Il n'y a plus besoin de mettre le type, il est capable en fait de l'interpréter. Donc ça devient aussi très intéressant sur ça, parce que pourquoi il est capable de le détecter par rapport à ça en fait. Regardez, on a un try parse de t, le t c'est result et on dit try parse de int. Donc automatiquement, maintenant en C# 14, on va être capable de détecter ça. Bon, je trouve que c'est très confortable sur ça. Voilà sur cette première nouveauté. Si on continue, moi je trouve que le C# 4 C# avance, hein, cette volonté d'amélioration agressive de tout le système. Ok, on continue. Moi, il y a un point, je voulais revenir sur quelque chose qui est souvent oublié, et il y a plein de développeurs que je rencontre qui restent encore en VB. Eh bien, en fait, VB n'est pas oublié. Ces derniers temps, j'ai pu vous en parler, comme il y a une vraie interrogation sur la fin du VB. Ben, en fait, VB n'est pas tellement mort. Il avait maintenu comme principe de se dire, ok, VB, on va quand même le garder, mais C Sharp, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant, avec C++ et F Sharp. Ok, mais eh ben, on peut voir qu'il y a quelques petits points qui apparaissent. Bon, vous voyez, c'est pas la même page, donc on n'a pas la même dynamique, mais quand même, on a bah, cette idée du unmanaged qui est apparue. Hein, maintenant, on est capable de l'interpréter. Donc, c'est quelque chose qui va être bah, à réfléchir. On a encore un support de VB. Hein, on a encore un support de VB. Là, le point à noter. Donc, bon, on sent bien que c'est la fin de VB. Hein, c'est la fin de VB et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir à dire tiens, ça serait intéressant que je passe à C Sharp. Moi, vu que j'ai l'expérience du VB.NET, même si c'est un peu rouillé, ça revient très rapidement, j'ai remarqué. Encore l'année dernière, j'ai formé de VB vers C Sharp. Eh bien, même plusieurs fois. Hein, eh bien, bah, c'est quand même intéressant de passer à ça. Il y a des différences, il y a des côtés où on va être frustré parce qu'on a l'impression de redescendre en niveau. Et c'est vrai, hein, le VB est un langage de niveau au-dessus du C Sharp. Le C Sharp est au-dessus du C++, on peut dire. Hein, niveau, vous savez, c'est les langages de niveau 1, 2, 3, etc. Et clairement, on va avoir une perte de confort quand on a l'habitude du VB. Par exemple, les conversions implicites, des choses comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop ce principe de conversion implicite, même si j'adore le VB. Il y en a qui disent ah t'aimes le VB c'est pas bien, bah en fait le VB moi j'adore et du point de vue formation je trouve ça super chouette à enseigner. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore à fond le C Sharp. C'est bien pour ça qu'à un moment donné, je suis plus passé vers du C Sharp. Alors on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, tes points de lecture, je n'ai pas encore testé, hein, tout ça, hein, attention, je n'ai pas encore testé. C'est prévu cette année, faire du découverte de .NET 9, redécouverte, parce que c'est tout neuf quand même. Je n'avais pas eu le temps de le faire l'année dernière. Donc là, on va aller approfondir .NET 9 et on va aller approfondir les nouveautés de .NET 10 pardon, en même temps. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a le support de la 3.1 d'OpenAPI. Hein. On va pouvoir générer une OpenAPI en YAML. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que le YAML devient vraiment un format qui est aujourd'hui quelque chose de, je dirais, de reconnu et qui commence à pousser de plus en plus, à questionner si est-ce qu'il va remplacer JSON. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je ne vais pas amener le débat là-dessus. En tout cas, j'ouvre la question. Et on a aussi cette partie-là qui est annotée. Hein, c'est le Blazor Script. Hein. Donc on va pouvoir transformer ça en static web asset.
Donc vous voyez, ça c'est intéressant parce qu'on va gagner jusqu'à 76% de taille de réduction en fait dans la compression. On passe de 183 K en .NET 10 à 43 K, donc sur la partie Blazor. Donc ça c'est intéressant parce qu'on était sur des mégas avant, on était sur des mégas. Donc moi c'est des points que je vais questionner aussi là-dessus. Donc ça c'est chouette, hein, ça amène vraiment quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le quick, bon, il y a des notions où ils améliorent un peu la partie raw class, hein. On peut améliorer sur le quick grid, hein, appelé une partie style. Donc ok, c'est pour l'amélioration. Je vous rappelle que je suis en cours de préparation d'une formation Blazor client là-dessus. Voilà, on a la détection de l'URL locale hein, aussi qui est apparue. Ok, dans le MAUI. Alors, MAUI, vous savez que même s'il se veut générique, MAUI, on a quelque chose de spécifique en fait hein, pour Android, pour iOS, etc. Et bah, on a ici toutes les nouveautés. Donc, on va les voir ici. MAUI, ils sont très agressifs, dans le bon sens, hein, d'ailleurs très très impliqués dans cette mise à jour. C'est prévu aussi, alors j'espère cette année, pas cette semaine, cette année, faire une formation aussi prévue sur Curiosity Academy, hein, dédiée pour .NET MAUI. Alors en général, on a juste les collections de vie qui sont améliorées. On voit dans Android bah, la prise en compte de la dernière version ou de l'avant-dernière version, donc sur toute la partie bêta 1. On voit que bah, maintenant, on va pouvoir faire du .NET Run directement dans les Android Project, c'est pas grave. Et on voit le support bah, normal de .NET 10, hein, c'est tout à fait normal. On est sur la preview 1, hein, donc c'est les débuts, mais ça amorce vraiment ce qui va se passer. Dans la Windows Form, on voit qu'il y a toujours cette volonté d'être présent, même si vous savez qu'ils essayent aujourd'hui de tout merger dans une sorte de méga package avec la MAUI, quoi, on va dire. Hein. Et l'idée d'être cross-platform tout en étant hybride, hein, ils appellent ça la partie hybridation. Blazor, MAUI par exemple, hein, c'est des points, je vous en reparlerai. Ok, on a toute une partie clipboard qui va arriver. Ok, ça c'est cool. Ici, bon, on a toute la partie WPF, ce qui est normal. Hein, et vous voyez que bah, c'est en cours de travail avec la prise en compte de voilà de .NET 10, qui est normal, avec pas mal de petites nouveautés, de mise à jour de dépréciation, etc. Bon, ça c'est pas le point le plus important. Il corrige, c'est des corrections de bugs en fait beaucoup. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Entity Framework Core, il y a le support de Left Join. Hein, ce support de Left Join qui est apparu, donc c'est un point qui est assez commun. On l'implémente en fait, c'est assez compliqué hein, en Link. Et il faut récupérer un select many, un group join, un defaulted of if empty. Hein, donc maintenant, on va pouvoir transformer ça avec Left Join. Voilà. Et ça, je trouve ça sans doute très agréable hein, à utiliser. Il y a tout un parcours aussi qu'on va faire aussi dans des vidéos sur la chaîne autour de cette partie EF Core. Execute Update Async qui est intéressant puisque bah, l'idée c'est d'avoir toute une partie de création qui était sans doute assez verbeux quand on faisait. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le Execute Update, hein, ça peut être assez lourd. Donc là on va pouvoir faciliter le système pour que ce soit beaucoup plus agréable à écrire. Voilà, et quelques petites mises à jour. Vous voyez qu'il y a quand même 18 ajouts, 14 régressions, corrections de régression, c'est cool. Hein. Donc ça c'est top. On a toute la partie connexion Azure Data. L'optimisation sur le min, max et le distinct, ça c'est bien. À la place de over distinct, ça c'est bien aussi. Et l'optimisation du count, hein, pour toujours chercher de toute façon la volonté de .NET hein, ces derniers temps, c'est de chercher l'optimisation à fond. Ok, voilà sur ça. Puis ben voilà, ça nous donne déjà pas mal de belles nouveautés. Hein. Vous voyez, c'est des points qui sont à prendre en compte. Alors ça c'est le premier point. Deuxième partie, vous savez que bah, .NET, j'adore et j'affectionne à fond. On est expert bah, dans l'entreprise que j'accompagne, hein, que j'ai créée avec Anthony, Dev to be Curious, vous la connaissez sans doute. C'est là où on propose les formations présentielles, distancielles. Et bah, en fait, cette idée-là, c'est que bah, proposer .NET, c'est bien, mais aussi proposer la partie full stack. Donc full stack, c'est aussi aller du côté, bah, vous le savez, hein, avec les vidéos que je propose, et les tutos et autres sur la partie Angular. C'est pour ça que j'avais fait cette approche au démarrage. Bah, en fait, Angular n'est pas en version 17. Hein. Angular est en version 19. La version 20 se prépare doucement avec bah, des choses qu'on voit déjà dans la 19. Et bah, on va aller les voir. Voilà. Et vous avez vu une vidéo dernièrement qui est apparue, qui en a parlé. C'est l'arrivée du HTTP Resource. Donc j'ai fait le test, elle va apparaître hein, très rapidement cette vidéo. J'ai fait le test en live hier ou avant-hier. Là-dessus. Donc bah, l'idée c'est que bah, profiter des dernières nouveautés, tester ça. Vous voyez que bah, c'est un des points qui a amené aussi un point qui est sur la suite de leur directive, essayer de se passer des RxJS. Et comment on fait bah, on peut utiliser HTTP client hein, et aller vers là. On voit qu'il y a aussi un petit problème sur le form records et on peut, voilà, toute une partie migration qui
qui améliore aussi sur la partie, mais c'est pas quelque chose de très, très profond hein, sur cette partie-là. Vraiment, le point noté, c'était le HTTP Resource. Ok, on va aller voir TypeScript pour finir. TypeScript, les nouveautés, on est en quelle version TypeScript? Alors, TypeScript Announcing 5.5, voilà. On est à la version 5.8. Et oui, donc vous voyez, elle est sortie il y a 13 jours, à l'heure où on fait ce live ensemble. Elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Donc vous savez qu'ils ont un rythme qui est beaucoup plus rapide. C'est l'un des points qu'on peut apprécier ou pas. Et en même temps, qui est difficile à suivre. Hein. C'est que il y a un rythme de quasiment toutes les 2 semaines. On a toute la partie amélioration donc des return expression. On a le require sur la partie module. Donc là, on est vraiment sur le travail sur l'ESM, hein, en lien avec Node.js, parce qu'il y a Node.js qui avance beaucoup là-dessus. Vous voyez que ce n'est pas des grandes nouveautés. Hein, et on est capable de rajouter une nouvelle option qui est liée à Node.js, encore une fois, qui permet de vérifier certaines parties de syntaxe et donc d'avoir des erreurs ou pas sur ce qu'on écrit avec les imports. Parce qu'il y a vraiment un travail sur le SM en ce moment sur la partie Node.js. Voilà, sur cette partie-là. On a la reconnaissance sur tout ce qui va être propriété dans les fichiers de déclaration. Comment on va l'écrire? Est-ce qu'on va bien l'écrire? Vous voyez qu'ici, l'idée, c'est d'arriver à quelque chose de un peu plus propre. Alors, on est plus sur une version d'optimisation, moins sur une version de grosses nouveautés dans TypeScript. React, bon, React, vous le savez. Hein. React, on les suit. React, dans les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a? React, c'est la V19. Je suis en train de préparer toute une mise à jour sur ça. Il y aura une vidéo qui va être dédiée sur React. React, c'est la V19 avec, j'en avais déjà parlé, l'arrivée des actions, avec l'arrivée de hooks spécifiques. On en a plusieurs qui sont intéressants, je le redis. Il y a le use action state qui est intéressant. Il y a donc toute la partie use form status qui permet de savoir l'état quand on est à l'intérieur d'une forme de ma forme et on est capable de travailler avec des suspens par exemple. Et quelque chose que je trouve ça super chouette, c'est l'approche des optimistiques. C'est une approche qui est controversée chez certaines personnes, mais c'est pour amener de la réactivité. C'est vraiment cette idée de proposer des données avant le retour de la promesse, grosso modo. Hein. Et ça, c'est intéressant. Vraiment, pour l'avoir testé, c'est super sexy. Moi, j'aime beaucoup. Et on est vraiment sur cette idée de proposer sans devoir attendre le retour. Donc, ça évite le côté freeze, le côté waiting, en fait. Hein. Donc, c'est un point aussi qui peut amener des problèmes d'ergonomie. Tout ça, c'est des vrais débats. Ouverture au niveau ergonomie. Et enfin, l'arrivée du use. Le use, qui est vraiment le hook global, il permet de travailler en fait sur deux choses, sur le contexte et sur la promesse. En fait, on va faire un use promesse. Donc, il n'y a plus besoin d'aller plus loin là-dessus. Vous voyez ici, on va prendre, oui c'est bon, j'ai mon imprimante, il manque de papier, c'est ok. Et on a le suspense et directement en fait c'est branchable sur le suspense. Donc c'est intéressant, c'est que le suspense va directement s'activer et le fallback en fait va réagir tout de suite. Okay, donc par contre, attention, on ne peut pas créer de promesses. Autre point que je suis en train de tester, alors ça, j'ai pas encore testé sur la partie pré-render, mais le point que je suis en train de tester, c'est les React Server Components. Je vais faire un tour en fait sur la communauté, parce que moi, pour l'instant, les tests sont pas encore positifs entre l'utilisation des use servers pour les serveurs action, les serveurs function qu'ils appellent, et toute la partie des server components, hein, quand on fait en gros du SSR. Et en fait, ce point-là est pas super positif pour l'instant. De mon retour, il y a en tout cas l'intégration avec Vite est pas super. Il ne reconnaît pas, par exemple, le use server ou le use client. Donc, c'est des points que je veux questionner, que je n'ai pas fini d'approfondir. Je n'avais pas eu le temps avant et je vous avais dit que c'est ce que je ferais ces derniers temps pour tester. Je vous ferai des retours beaucoup plus détaillés dans les prochains jours. Voilà sur les nouveautés. Et puis après, il y a des nouveautés générales, mais c'était vraiment, je voulais me zoomer sur ça aujourd'hui. Quelles sont les news autour de .NET, autour de donc la V10 qui est, ça y est, en bêta 1, en preview 1, quoi, ils s'appellent. On a Angular qui est bien en V19.2, hein, vous l'avez vu ici. C'est la 2RC0, donc elle n'est pas encore validée, elle est en pré-release. Et on a TypeScript, hein, vous avez vu ici, TypeScript, qui est en donc du coup, on va remonter tout en haut en 5.8 RC. Donc une petite nouveauté, plus orientée Node.js, moins du côté web, grosso modo. Voilà, puis après on va aller chercher les autres, puisque nous on va aller chercher cette année à aller travailler sur de l'apprentissage autour de Svelte. Hein. On va faire une formation Svelte, donc reprendre ça, on a déjà eu un projet dessus, donc l'idée c'est de préparer une formation là-dessus. On va aller sur du React Native. On souhaite vraiment, du React Native, oui, et du Next. Et du Next aussi. Et du Next, ça fait un moment. Et du Nest. Voilà, je vous préviendrai sur les nouveautés des formations. Et avant la fin de l'année, donc la plateforme Curious Academy qui va être vraiment mise en avant pour proposer en fait les formations en ligne. Et je vous rappelle, elle est développée en React.
c'est aussi pour travailler avec les différents langages et frameworks. Merci de m'avoir suivi pour ces nouveautés. C'était un quart d'heure, 20 minutes de nouveautés. Ça sera publié sur YouTube, ça sera publié sur Twitch, c'est normal, et ça sera publié aussi sur le podcast de Curiosity Academy. L'idée, c'est d'avoir aussi les nouveautés en podcast pour pouvoir les écouter et vous préparer votre veille. Je ferai ça une fois par semaine. Si ce format vous plaît, dites-le moi. Salut, je suis navré, t'arrives à la fin de cette cette session, de ce live. Tu pourras le retrouver en replay bien sûr et sur le podcast, sur le podcast de la Curiosity Academy. Donc il va s'appeler Le Chat Curieux très très bientôt. Ouais, je suis désolé. C'est vrai que là j'ai pas prévenu sur les horaires parce que je tente des nouveaux formats suivant mes dispos. J'essaie de m'adapter à un nouveau format. Quand ce sera beaucoup plus calé et donc carré du coup, tout sera mis sur Twitch. Il y aura vraiment même un tableau qui présente les sessions. Surtout pour prévenir, alors pour l'avoir au moins l'info, soit vous abonnez, bien sûr. Sinon, venez sur la Curiosity Academy, sur Discord, vous êtes au courant en fait quand ça arrive. Il y a un petit pop qui prévient en hook pour vous prévenir quand je prévois la session. Et l'idée, je vais tester ça. Je vais voir si c'est lundi, mardi ou mercredi. Je pense que le mercredi, je me sens plus à l'aise. Quand je fais plus de formation, j'ai pas de formation, j'ai assez de temps. Donc, je vais vous en parler très prochainement. Ouais, cool, super. Je parlais en fait là, l'idée c'était vraiment de faire de la veille. C'est une session par semaine de faire votre veille, grosso modo. Donc des sujets qui vous intéressent, autour de l'IA aussi, j'ai vraiment l'idée. Alors pas l'IA, vous savez, ma réflexion là-dessus sur l'IA. Moi je suis pas pro IA au sens c'est elle qui va tout me dire, mais c'est plutôt l'utiliser comme un outil. Et donc cette idée, en fait, c'est comment l'utiliser et quelles sont les nouveautés pour nous les devs, pour qu'on puisse rester acteurs de notre métier tout en gardant la curiosité et la passion de notre métier, et pas dire oh tiens qu'est-ce qu'elle va m'écrire l'IA et puis je vais relire ce qui est dit. Moi je suis pas du tout d'accord avec cette façon de penser et je vais là, en tout cas tenter de l'assumer pendant un certain temps. On verra si dans 2 ans j'aurais pas changé d'avis. Allez, merci de m'avoir suivi. Bien Abdizou, je sais pas comment dire. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir été là. Merci pour le like, c'est cool. Je vous dis à très vite. Donc, si ça vous plaît ce format, je vais tenter de le faire donc une fois par semaine. Il sera en complément de toutes les vidéos autres. Il y en a 1 à 3 par semaine. C'est mon engagement d'une fois par semaine. 1 à 3 par semaine. Et on verra peut-être pour un peu plus sur le podcast. Ciao, restez curieux, restez curieuse surtout. Et la passion vaincra, vous savez. Et d'ici là, codez bien. Ciao, ciao.